Radio J. Réponse sans tabou, Rafi Marciano. Radio J. Bonjour à tous les auditeurs et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur Radio J. Toute l'histoire du peuple juif a été marquée par des ondes d'ombre et de lumière, des tragédies et des histoires des figures de l'héroïsme juif, des hommes et des femmes, de Bar Kokhba à Anielevitch, de Dvorah à Hannah Senesh, mais il est des héros qui dépassent l'histoire. Il est des héros qui font l'histoire, qui changent le cours de l'histoire. Par leur bravoure, leur courage ont marqué d'une encre indélébile pour l'éternité. Eli Cohen était l'un de ces héros contemporains et c'est avec émotion et un grand privilège que Radio J reçoit la fille d'Eli Cohen, Sophie Cohen Bendor. Shalom. Shalom, Torcha. Et à ses côtés se trouve Valérie Pérez-Enouchi, la journaliste au grand sourire lumineux de I24, qui a écrit ce livre de notre témoignage d'Eli Cohen, le héros du Mossad, aux éditions Ramsey. Et j'ai à mes côtés pour cette émission Lise Gutmann, qui est responsable de 10-11 sur Radio J. Bonjour. Bonjour Lise. Je vais juste aider à la traduction, si je peux. Alors, avant de commencer, de vous donner la parole, je voudrais rappeler quelques mots d'histoire. Eli Cohen a été recruté par le Mossad en 1960 et ils lui ont forgé une identité de Syriens musulmans. En 1962, Amin Tahabet s'installe, donc il a pris le nom de Kamel. Amin Tahabet s'installe à Damas, où pendant 3 ans, il transmet des informations précieuses au Mossad. Il est arrêté en 1965 et il est pendu sur la place publique le 18 mai 1965. Et à ce jour, les Syriens refusent toujours de rendre son corps. Alors Valérie Pérez, on a connu l'histoire d'Eli Cohen à travers des dizaines de livres, d'articles. C'était une histoire vue de l'extérieur. Où votre livre témoigne de Sophie Cohen, c'est un témoignage de l'intérieur du vécu intime de la famille Cohen, Nadia, sa femme et ses 3 enfants. Racontez-nous. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'émotions dans ce livre parce que d'abord, avant tout, c'est une rencontre. Donc une rencontre avec Sophie Cohen, une amitié qui s'est construite. Et puis, j'ai perçu sa souffrance d'avoir été la fille justement de cet homme qui est maintenant un héros national en Israël. Elle avait 4 ans. Elle avait 4 ans quand son père est décédé. Donc elle ne savait pas que son père faisait partie du Mossad, évidemment, c'était une petite fille. Et du jour au lendemain, sa vie a changé. Donc au fur et à mesure de nos déjeuners, on a déjeuné ensemble souvent. Ça a duré 6 ans, l'écriture de ce livre. 6 ans. On a appris à mieux se connaître. Et en fait, l'histoire, vous avez raison. C'est 2 histoires dans ce livre. Il y a l'histoire de son père, avec des documents qui ont été donnés par le Mossad. Donc aujourd'hui, on sait beaucoup plus de choses, parce que les gens connaissent Eli Cohen, mais il n'y a pas de preuves. Ils parlent tous, ils pensent savoir, mais ils ne savent pas. Donc aujourd'hui, on vous donne des rapports de mission du Mossad, donc avec la vérité sur ce qu'il a fait en Argentine, en Syrie. On sait ce qu'il a fait, par exemple, en Égypte, etc. Parce que jusqu'à présent, on dit qu'Eli Cohen a été en espion à Damas, mais pas du tout. Il était aussi en Argentine, il était aussi avant, lorsqu'il était très jeune, en Égypte. Et c'est l'histoire... En Argentine, la recherche des criminels de guerre. Absolument, des nazis, bien sûr. Et c'est surtout l'histoire de cette femme, moi, qui m'a touchée, Sophie. Comment on se construit, comment on devient un adulte quand on a l'ombre d'un héros comme ça sur sa tête. C'était un long travail. Elle est aujourd'hui psychanalyste et elle a fait un travail incroyable sur elle. Voilà. Sophie, comment ça a commencé pour vous? זה התחיל כמו אבא לא בבית. Ça a commencé comme un père qui n'est pas présent à la maison. ואבא חוזר כל 4-5 חודשים, אני כבר לא מכירה אותו, ומתחיל סיפור של חיבור בינינו. Alors c'est un papa qui revient tous les 4 à 5 mois, je ne le connais pas, et on a commencé, Rafi, à l'écriture, on a commencé à écrire ensemble. עם הרבה מאוד מתנות, עם הרבה התרגשות שלו, עם היי כזה של מתוח, עצבני, אבל מאוד שמח. Alors, il y avait beaucoup de nervosité, mais aussi on était très heureux. Il venait avec beaucoup de cadeaux à la maison, de présents pour nous. Rafi, si je fais une erreur, on le dit. Hein.
dans la traduction. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, Eli Cohen a été recruté par le Mossad, et je voudrais que Valérie peut-être nous corrige un peu parce que vous avez écrit le livre. Eli Cohen a été recruté par le Mossad en 1960, formé pour une mission spéciale. C'était un homme d'affaires syrien installé en Argentine, mais vous nous faites découvrir qu'Eli Cohen, c'était pas simplement un espion à Damas, c'était aussi un espion en Argentine et en Égypte. Oui, absolument. En Égypte, déjà quand il était très jeune, il faisait partie de groupes justement pour... מה שהיא אומרת, סליחה, מה שהיא אומרת דברים, מה שהיא כותבת בספר, היא כותבת שלא היה רק מרגל רק בדמאס, אלא בארגנטינה וגם במסר, במצרים היה. Oui, donc en fait, effectivement, il a été aussi très très actif pour la création de l'État d'Israël alors qu'il était très jeune et qu'il était encore égyptien. Il voulait absolument, en arrivant en Israël, se faire recruter par les services secrets parce qu'il voulait servir Israël. C'était une abnégation incroyable, un homme exceptionnel. Il avait quelque chose au-dessus de sa tête, c'était cette mission et rien d'autre ne comptait. Hein. איך הכינו את אלי כהן למטרה הזאת, להיות מרגל, איך הכינו אותו? Comment est-ce qu'il a été préparé à devenir Eli Cohen, en fait? אחרי שעשו לו מבחנים, הרבה מבחנים, לגלות את האופי שלו, את היכולות שלו, את הזיכרון שלו ואת המוטיבציה שלו. כי מוצאים אנשים עם מוטיבציה להיות מפורסם או עשיר או... כן, זה מה שאת אומרת, הוא לא ג'יימס בונד, הוא לא היה איש יפה, הוא היה איש יפה. Alors, je vais peut-être traduire. Donc, en fait, il a été préparé en passant de très, très nombreux entretiens pour voir son degré de volonté, de motivation également, et pour voir ce qu'on pouvait faire avec lui et s'il allait réussir. Alors, où il dit à l'Argentine, nous, ça. Alors, attendez, je m'excuse, on arrête l'émission, Slicha. On arrête là. Rafi, il faut que tu traduises tes questions. On ne peut pas laisser comme ça. Tu poses la question en français d'abord et tu te traduis en hébreu. D'accord, je n'ai pas l'habitude de ça. Ouais, c'est pour ça que je me permets. Tu as raison. No, because he speaks in Hebrew. Il y a un téléphone qui sonne. אני צריכה לספר איזה הכשרה הוא עבר. הוא למד אסלאם. הוא למד איך להתנהג כמו ערבי, איך לחשוב כמו ערבי, את כל הטקסים, איך מתפללים. Alors, on lui a appris comment devenir musulman, comment se comporter à tous les niveaux comme un arabe musulman, comment prier, il a été formé à cela. הוא למד את הרקע שתפרו לו, את הסיפור כיסוי שלו. שלא יהיו חורים, שלא יהיה סתירות, שהסיפור יהיה אפשרי מבחינה טכנית, שגם אי אפשר יהיה לבדוק את הסיפור. Ah oui, il a dû apprendre sa propre histoire pour pouvoir la raconter, bien sûr, tous les détails. Il a dû apprendre son histoire pour qu'il n'y ait pas de trou dans l'histoire et qu'on puisse ne pas vérifier que c'est pas une histoire réelle, authentique. הוא למד מורס, לשדר מורס, לעשות מעקבים, לראות שלא עוקבים אחריו, להשתמש בנשק ושיפור של זיכרון. Donc, il a dû apprendre à voir qu'on ne le suivait pas, à utiliser une arme, et puis également... Le morse. Le morse, il a dû apprendre le morse également pour pouvoir, bien sûr, communiquer, transmettre. Nadia, votre maman Nadia, elle se doutait de rien, c'était un homme d'affaires. הוא אמר לה שהוא שליח של מדינת ישראל בקבוצה של רכש שקונה נשק עבור ישראל. Alors, il a dit à sa femme qu'en fait, il était un envoyé d'Israël, un shaliach, Rafi, et... Il était missionné par l'État d'Israël pour acheter des armes. Voilà. אבל הוא נולד באלכסנדריה, והיא אומרת שפתאום היה שפם, פתאום הניב הפך לסורי,
והוא היה מתבלבל קצת, אבל הוא הכחיש תמיד, עד הרגע האחרון, הוא לא סיפר לאף אחד. Jusqu'à la dernière minute, il a rien raconté à personne. Il était né en Égypte. Après, il s'est un peu emmêlé. Il est devenu syrien. Voilà, il est devenu syrien. Et Il a d'abord pris la nationalité argentine, parce Oui. qu'en fait, le Mossad l'a envoyé en Argentine, Oui. parce qu'il savait que c'était dans ce pays qu'il allait pouvoir avoir un vrai passeport. Le Mossad n'a pas voulu lui donner des faux papiers. Donc il est arrivé en Argentine, et c'est là où il a appris son métier d'espion, et où il a commencé à créer sa couverture. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire que en Argentine, Valérie, il a forgé un homme d'affaires arabo-syrien. Kamel Amin Tabet. Voilà. Mais en fait, quand il est arrivé là-bas, il n'avait pas encore ce nom-là. On lui a donné encore un autre nom. Il a commencé à louer son appartement quand il a reçu son passeport argentin. Alors, il y avait une grande communauté syrienne à l'époque. Donc, il est arrivé là-bas en Argentine. Il a intégré cette communauté syrienne. Il s'est fait des relations. Il s'est fait du réseau. Et là, il a dit, ma famille est du Liban et je veux retourner sur la terre de mes ancêtres, puisque son père, de toute façon, était né aussi à Alep, et je veux retourner en Syrie. Et c'est comme ça qu'il a gagné la confiance de tout le monde. Maintenant, sa formation, ça a été une formation, j'ai envie de dire, de haute voltige, attention. Il a appris non seulement à manier des armes, il a appris, vous l'avez dit, le morse, mais il a aussi appris à suivre, il a aussi appris à voir justement s'il n'était pas suivi. C'était une vraie formation du Mossad pour devenir un espion, mais de très très haut niveau. Alors, il entretient d'ailleurs הוא היה איש של אנשים בארגנטינה, היו אוהבים אותו. Il était aimé par la communauté des musulmans, des Syriens en Argentine. לא רק בארגנטינה אהבו אותו, המשפחה מספרת שהוא היה חביב לכולם, במיוחד לילדים, הייתה לו תמיד סבלנות להקשיב לכולם ולעזור, והוא עשה שמח, הוא היה איש שמח. Alors, pas seulement en Argentine, la famille raconte que c'était quelqu'un d'adorable et qui savait écouter particulièrement les enfants et que tout le monde l'aimait, qu'il avait un très bon relationnel. C'était sa sincérité qui a fait qu'il est devenu le plus grand espion du monde, parce que justement, il aimait vraiment les gens. Oui. Il aimait ses amis, il aimait ses enfants, il aimait sa famille, il aimait ses... Mais est-ce qu'on peut être authentique quand on est un espion du Mossad? Ben justement, il était authentique. C'est pour ça qu'il s'est... Il a gardé cette authenticité. Mais la chose la plus importante pour lui, au-dessus de tout, c'était sa mission. Mais quand il était entouré, sa générosité, son accueil, son sens de l'humour, son écoute, ça c'était sincère. C'est pour ça qu'il était aussi loin. Alors Sophie, où נסע מארגנטינה לסוריה, il a voyagé d'Argentine en Syrie, vous, שיר בדמאס, והוא התחיל לתת חדשות למוסד. Il s'est installé à Damas, il a commencé à transmettre des informations secrètes au Mossad. נו, מה יהיה אחר כך? מה היה? הוא התמקם בדירה שמאוד קרובה למשרד הביטחון, למטכ"ל שלהם בסוריה. Donc il a trouvé un bureau qui était très proche du ministère de l'Intérieur en Syrie. הוא התחיל לעשות קשרים עם אנשים מאוד קרובים לממשל, עם אנשי רדיו, עם אנשי עיתונות, עם השופטים, עם הבן דוד של הרמטכ"ל. Et il a commencé à créer du lien avec des gens très très importants en Syrie, avec le Ramatkal. Le premier cercle de Hafez el-Assad, voilà. Avec le neveu d'un juge. C'était cette relation qu'il a créée, dit Sophie, qui l'a installé dans la société syrienne. Valérie, Oui, et moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que Sophie, elle a cette capacité aussi à créer du lien comme ça, comme son père. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle est devenue psychanalyste, parce que les gens lui parlent. Et les gens lui font confiance. Donc, s'il y a quelque chose qu'elle a appris de lui, c'est ça. Oui, c'est vrai. ואמא שלך, נדיה, לא חשבה משהו אחר, חוץ מהשליח של מדינת ישראל, לא חשבה על המוסד, לא חשבה על דברים, votre maman, Nadia, ne s'est jamais douté qu'il était peut-être, elle savait qu'il était un homme d'affaires, mais elle ne s'est jamais douté que d'autre chose.
המוסד נולד כשאבא היה בסוריה. אבא התגייס לאמן, ואני לא חושבת שאמא חשבה שהאיש החמוד והנחמד והנעים שנמצא לידה הוא מרגל גדול. Le Mossad est né pendant que Eli Cohen était en Syrie et apparemment sa femme ne pouvait pas se douter que cet homme si gentil, si adorable pouvait avoir des liens avec cela. Alors Valérie Pérez, Sophie, הוא בנה את אלי כהן, הוא בנה אבל על שם אחר, שכחתי את השם. כמאל אמין טאבט. Alors il a créé un personnage, il s'est introduit dans tous les cercles, הוא נכנס בכל קומות של הממשלה של סוריה, עד קרוב לחפז אל-אסד, ואיך הוא עבד את זה, comment il est arrivé à bien sûr, il était très sympathique. Après avoir gravi tous les échelons pour arriver au premier cercle autour de Hafez el-Assad. הוא בנה דמות של אדם שמאוד אוהב את סוריה, ומאוד נאמן לסוריה, והוא היה מעין... הביע הרבה מאוד אהבה לאנשים שם. הוא היה צריך לחשוב למי הוא מתחבר, והוא עשה את זה עם מסיבות, עם מתנות, עם כסף, עם הרבה הקשבה, והם בעצמם טענו שהוא היה חבר מאוד 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 טוב שלהם. הם לא הבינו למה הוא בגד בהם ככה. Et en fait, il a créé des amitiés très très fortes à coups d'argent, de cadeaux, de gentillesse, de festins avec ces gens qui étaient autour de Hafez el-Assad, et ils n'ont pas compris comment il les avait trahis, parce que pour eux, c'était devenu un vrai ami. תוך האווירה הזאת, dans cette ambiance-là, et Eli Cohen, נשאר אלי כהן? אלי כהן, il pouvait rester אלי כהן? כן, הוא נשאר אלי כהן. איזה כוח היה לו? quelle force il avait pour tenir comme ça? הוא היה איש חזק, הוא ידע להיות לבד. הוא חי לבד הרבה שנים. C'était un homme fort qui savait vivre seul, il a vécu seul pendant de nombreuses années. D'ailleurs, ce que je voudrais rajouter par rapport à ça, c'est qu'il y a une série de spy qui est sortie sur Netflix, que Sophie n'a pas aimé et sa famille non plus. Et il y a plusieurs scènes où on imagine la même question que tu viens de poser. Comment il n'a pas eu de problème d'identité? Parce que c'était le roi de Damas, et puis après il revenait voir sa famille à Batiam. Comment c'était facile de passer d'une vie à l'autre? Et bien ça n'existait pas chez lui. Il savait très bien où il était, il savait très bien ce qu'il faisait, il savait très bien quelle était sa mission. Il n'y a jamais eu de problème identitaire. psychanalyste, En tant que psychanalyste, comment est-ce que vous expliquez cela? אני חושבת שהוא הבין שהכישרון שלו לא מתאים לסביבה הרגילה שלו, והוא רצה לממש את היכולות שלו, את הזיכרון שלו, את היכולת שלו להשפיע על אנשים. Oui. Rafi, on traduit. L'ambiance dans laquelle vivait, la situation dans laquelle vivait, n'avait aucune influence sur sa vraie personnalité. Il savait faire la différence entre sa personnalité, j'essaie de faire l'interprète, sa propre personnalité, et ça, il faut être d'une force intérieure et mentale exceptionnelle, et la réalité qu'il vivait. Il savait vivre deux réalités, et il savait mettre la ligne entre les deux réalités. Oui. Et ça, c'est... La réalité et l'interprétation qu'on s'en fait. Parce que c'est vrai que quand on parle d'Eli Cohen, on imagine quoi? On imagine 007, on imagine un homme qui monte sur les toits pour aller chercher des documents. Pas du tout, il était petit. Il était très très modeste. C'est ce que dit sa fille. Très timide, limite même un peu bedonnant. Il faisait pas de sport du tout. Donc dans l'esprit collectif comme ça, on imagine James Bond, mais pas du tout. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, on avait une très mauvaise... Oui. Ton livre, Valérie, efface des idées reçues. C'est-à-dire qu'on disait que c'était l'homme qui préparait des festins, il amenait des femmes à des officiers supérieurs. Ça, c'est pas vrai. Posez-lui la question. סופי, מה שקראנו, מה שלמדנו, שאלי כהן היה עושה מסיבות והיה מביא נשים לחיילים, זה נכון? זה לא נכון? אני חושבת שזה נכון, הוא היה צריך להיות בעמדה כזאת שאנשים סיפרו לו סודות.
כשהם סיפרו לו סודות, הם בטחו בו יותר. הם האמינו לו יותר. Et en fait, c'est vrai parce que c'était quelqu'un qui on pouvait confier des secrets. Et quel secret? Et quels secrets? Personal secret. Personal secret. Oui, donc c'était pour sa mission. La mission était au-dessus de tout. Bien sûr. Oui. Alors, היית בגיל 4, מתי קרה את האסון הזה, איך נדיה, איך היא ו3 ילדים הייתה חיה עם כסף, איזה כסף, איזה משכורת, איך הייתם מסבירים, איך הייתם מבינים את זה, comment vous avez vécu vous et maman Nadia toutes ces situations, vous n'aviez pas de revenus, comment se passait votre vie intérieure? Et vous aviez 4 ans. כשהוא נתפס, אמרו לאמא שינסו לחלץ אותו, ינסו לפדות אותו, ינסו לקנות את החיים שלו, ושזה לא היא, זה לא הוא שהיא תראה תלוי, היא תראה מישהו אחר והוא יחזור. אמא החזיקה את האמונה הזאת הרבה שנים. אמרו לה ככה. אמרו לה ככה. Oui, on lui a dit quand il est mort qu'en fait c'était pas lui et qu'il reviendrait. Oui, en fait, le Mossad a tout proposé pour récupérer le corps. Avant qu'il meure, pendant le procès, avant qu'il soit assassiné. Ils ont tout proposé. Ils ont proposé de l'argent au gouvernement syrien, ils ont proposé des médicaments, ils ont tout... Des centaines de prisonniers. Des centaines de prisonniers. Ils ont tout refusé, parce que, évidemment, ils ont été tellement atteints dans leur honneur en se faisant trahir. בגד אותו, זה היה חבר שלו, בגד אותו, וזה היה כאב, נכון? Il a été blessé, חפץ אל-אסד, dans son honneur. הוא חקר אותו בעצמו בכלא, והוא שאל את אבא, הם לא ידעו שהוא יהודי, הם לא ידעו שהוא מרגל לטובת ישראל, הם הבינו שהוא מרגל, הם לא ידעו מי הוא. Ils ne savaient pas qui il était, ils ne savaient pas qui servait l'État d'Israël. Quand ils l'ont arrêté, on ne savait pas qui c'était. On savait que c'était un traître, mais c'est un traître, un Syrien qui a trahi la Syrie. Mais ils ne savaient pas qu'il était juif. לא חשבו שהיה יהודי מרגל מישראל. לא. וחפז אל-אסד בעצמו מספר שהוא חקר אותו, והוא שאל אותו, מה אתה עושה? ואבא אמר, אני מתפלל במסגד של המוסלמים. והוא אמר חפז אל-אסד שאז הוא הבין שהוא לא מוסלמי, כי מוסלמי לא יגיד במסגד של המוסלמים. Il dit que Hafez el-Assad, le président syrien, je rappelle de l'époque, le père de l'actuel président, a interrogé en prison lui-même Eli Cohen en lui disant mais qui tu es exactement? Je voudrais savoir, il a dit moi je prie dans la mosquée des musulmans. Or un musulman ne dit jamais ça, et c'est là qu'il a compris qu'il n'était pas musulman. Hafez el-Assad, il n'était pas un idiot quand même, il a compris que mais la blessure de Hafez el-Assad, la trahison, il l'a ressenti lui plus que les autres. Hafez el-Assad, הוא היה חולה שבגד אותו כי היה חבר שלו. כן, הוא אמר לו אתה בוגד, ואבא אמר לו אני שליח של מדינת ישראל. Ah oui, il a dit à Hafez el-Assad a dit à Eli Cohen tu es un traître, et il a répondu non, je suis l'envoyé de Médinat Israël, de l'État d'Israël. Je suis un soldat. Je suis un soldat. Il a pas dit ouais. Ou Amar chez Khayal ou Amar Shaliach. Shaliach. Oui. Ouais. Alors, Rafi. Alors, les agents du Mossad, quand il a été arrêté, avant de lire le livre de Valérie, לפני שאני נכנס בספר של Valérie, חשבנו, on a pensé qu'en réalité, comment Israël a su qu'il a été arrêté? היה קוד בין המוסד ואלי כהן שאמר להם, מתי אתה עושה מורס? לאט לאט, לא כמו רגיל מהר, לאט לאט אנחנו מבינים שעצרו אותך. היה אות מצוקה, היה אות, letter, that if he pushed that, הם ידעו שהוא במצוקה, אבל הוא עשה טעות פעם אחת, ולחץ על האות הזאת בלי כוונה. ולכן כשהוא לחץ על זה בשידור האחרון שהסורים הכריחו אותו, הם לא הבינו אם זה טעות
או שהוא נתפס. Ah oui, en fait, il y avait un code, il y avait une lettre sur laquelle, en faisant du morse, il devait appuyer s'il était en situation tragique, et il s'était trompé une fois en appuyant sur cette lettre, alors que, pardon? Oui, parce que Oui. pour comprendre la question qu'on posait à Sophie, c'était ce qu'on savait avant de lire le livre de Valérie, c'était que le Mossad lui a dit, et si un jour tu te fais arrêter, quand tu nous transmets en morse, tu transmets avec une certaine vitesse, quand tu transmettras lentement, on aura compris. Or, Non, mais c'est sur une lettre, Sophie nous dit pas du tout, ils avaient un code, c'était une lettre. S'il appuyait sur cette lettre-là, c'était le code. Et apparemment, il s'était trompé déjà une première fois, ce qui fait que quand il a appuyé sur la lettre une deuxième fois, il savait pas ce qui était vrai ou pas. אבל מה שנפלא בספר, מה שגילינו, שאת הסיפור של המוסד, זה לא היה הסיפור נכון של בתי עצרותו. Quand on relit le livre de Valérie, on se rend compte qu'en réalité, l'épisode de l'arrestation d'Eli Cohen, elle s'est pas passée comme le Mossad le raconte. Et raconte-nous pourquoi. תגידי למה. אני חושבת שהמוסד לא ידע שאבא כבר היה נתפס והיה 3 ימים בחקירה בתוך הבית שלו. Ah, apparemment, le Mossad ne savait pas qu'il était en arrêt dans sa propre maison pendant 3 jours. Il était déjà arrêté, mais il était dans la maison dans laquelle il habitait en Syrie. רק כשהגיע המברק שהסורים כתבו כאמל אמין טאבט נמצא פה עם חבריו, המוסד ידע שהוא נתפס, אבל הם הבינו שהם לא עלו על הזהות שלו. Alors, le Mossad savait que... non, là j'ai un problème. You can say it in English? Yes. The last telegram that was sent from my father, Moss, was Kamel Amin Tabet and his friends are staying with us, and we say hello to Levi Eshkol and all the... But they didn't know his true name. He didn't know that he was Jew, an Israeli Jew. They called him Kamel Amin Tabet. So the Mossad realized that he was caught, but they knew that they didn't get his identity. Ah, donc c'est grâce au dernier message qu'il a envoyé que le Mossad a compris qu'en fait, il était arrêté, mais que les Syriens ne connaissaient pas sa véritable identité. Et d'ailleurs, ce dernier télégramme, il a été donné par le nouveau patron du Mossad lors de l'inauguration du musée d'Eli Cohen à Herzliya. Donc très clairement, c'était un message qui était pas trop long, qui disait au Mossad qu'il allait avoir une réunion en circuit très fermé entre Hafez al-Assad et puis les membres du gouvernement proche, donc une réunion à laquelle il devait participer. Sauf qu'il y a eu un message en morse qui est envoyé après au Mossad par les dirigeants syriens en disant Kamel Amin Tabet est invité en Syrie pour quelque temps, lui et ses amis. Oui. Donc c'est comme ça que le Mossad a compris qu'il avait été capturé. Alors, je rappelle aux auditeurs qu'on reçoit dans les studios la fille d'Eli Cohen et Valérie Pérez, dont tout le monde connaît sur I24. Et Eli Cohen est arrêté. Atzro et Eli Cohen בדירה שלו. ועכשיו, מה היו מה עשה את המוסד? ולרי מספרת שנתנו כסף, מתנות, עצירים, ואף לא רצו לשחרר אותו. שלחו עורך דין ז'אק מרסייה, צרפתי, שיגן עליו, אבל הם לא נתנו לו לפגוש אותו. אמא וכל הממשלה ניסתה לפגוש שגרירים, נשיאים, את האפיפיור, מלכת אנגליה, את כל הנשיאים באירופה, בארצות הברית, בכל העולם, והבושה של הסורים, שאבא הצליח כל כך, גרמה להם גם הצחוק, הערבים צחקו עליהם.
Ils ont fait intervenir tous les chefs d'État de la planète, le pape, le président de La République, reine la reine d'Angleterre. d'Angleterre, et pour essayer de demander la grâce et la libération d'Eli Cohen. d'Eli. Rien. Ils ont fait des cadeaux, de l'argent, des prisonniers. Rien n'est. Mais c'est-à-dire qu'ils n'ont pas digéré la trahison d'Eli Cohen. C'était pour eux le sommet de la honte pour l'État syrien. Alors, Eli Cohen est jugé. Atzroto, Mishpat, Ve'argoto, Ve'atomeret, Et il y a- Vasefer. je m'excuse, il y a un avocat français aussi qui Alors, était Jacques venu. Mercier, mais je voudrais Oui. m'arrêter sur Jacques Mercier. אני במצב אחר הייתי, אנחנו היינו כמה חברים, היינו נגד הנאצים, והייתי בבית סוהר עם חברים בגרמניה, והעורך דין שלנו היה ז'אק מרסייה. באמת? כן, וסיפר לנו לא רק שלא נתנו לו לפגוש את אלי כהן, לא רצו שז'אק מרסייה יבוא לדמאס. נכון, נכון. וזה קשה. Je explique que Jacques Mercier n'était même pas autorisé, qui était l'avocat d'Eli Cohen, n'était même pas autorisé À le rencontrer. pas simplement à le rencontrer, mais à atterrir à Damas. Et donc, j'expliquais à Sophie que l'image qu'elle veut pas voir jusqu'à aujourd'hui, c'est l'image d'Eli Cohen pendu. Valérie. Oui, bah, c'était un procès qui était joué d'avance, hein, puisque de toute façon l'avocat n'a jamais pu rentrer. On savait très bien que les Syriens n'allaient rien entendre. Et puis, il n'y a pas que lui qui a été arrêté. Il y a eu des Syriens qui étaient des amis à lui qui ont été arrêtés. Il y a eu des Juifs qui ont été arrêtés. Et c'était mettre un grand coup de poing sur la table que de le pendre sur cette place publique à Damas et de laisser son corps comme ça pendu 3 jours. Ça a été retransmis à la télévision nationale syrienne. Donc oui, ce sont des images qui encore aujourd'hui sont insupportables pour Sophie, surtout, et sa famille. Avec un message sur son corps écrit sur le tissu, c'est le traître de... ואת יודעת מה, סופי, היה אז, בזמן הזה, היינו בבית ספר יהודי, ואמרו לנו לכתוב לג'נרל דו גול, לפאפיפיור, שיגידו לחפץ אל-אסד. וכתבנו, היינו צעירים בין 14, כתבנו לנשיא המדינה, ולא עזר. Et donc Rafi explique, je vais peut-être traduire, Rafi dit qu'il était très jeune à l'époque et qu'il était encore à l'école et qu'on leur a demandé d'écrire à Charles de Gaulle, à d'autres grandes personnalités en tant qu'enfant pour demander la libération d'Eli Cohen. Et ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé. Et en plus, c'est-à-dire que ce 18 mai 1965, on voit sur un journal qui existait à l'époque, qui s'appelait François, la photo d'Eli Cohen pendu. Oui. Et sur la tunique qui était sur son corps, il y avait écrit « Le juif qui a trahi ». C'était l'ignominie était. ולא רוצים היום, סופי, לחזור את הגופה של אלי כהן. Ils veulent pas rendre la dépouille. מה יש היום? עד היום, Qu'est-ce qui se passe ניסיתם, aujourd'hui? vous avez essayé. ניסינו, ביקשנו מפוטין, מבשאר אל-אסד, כשהוא עלה לשלטון, פוטין אמר שהוא יעזור, אבל אני חושבת ואת אומרת בספר, vous dites dans le livre, que חפץ אל-אסד, vous aurez laissé un espoir. חפץ אל-אסד אולי אמרה שהוא יעשה מאמץ בשביל זה. נכון זה? הוא אמר הרבה דברים סותרים. הוא אמר שהוא יעזור, הוא אמר שזה לא הזמן, הוא אמר שבנו שכונה מעל הגופה, כביש, הוא אמר שהם לא יודעים איפה זה, נאמרו הרבה דברים סותרים. Oui, les réponses qui ont été obtenues jusque-là, c'est que on ne sait pas où se trouve le corps, qu'apparemment il serait enterré n'importe où, qu'on aurait construit un quartier par-dessus, ou une route, ou une rue, on ne sait pas. Un village a été construit et personne ne sait. Personne ne sait. Est-ce que c'est une réalité? זה נכון ou זה לא רוצים להגיד את האמת? בדרך כלל, כשנפטר יהודי היה בבית הכלא, הרבי בדמשק לקח אותו לקבורה יהודית,
זה לא קרה עם אבא, והם גם אומרים, אנחנו חושבים שהם החליפו את המקום של הגופה, כי הם פחדו שהצבא יחטוף את הגופה. אנחנו לא יודעים מה האמת. Donc d'habitude, le rabbin de Syrie prenait le corps d'un juif qui était mort pour le mettre dans le carré juif, mais là en fait ça n'a pas été le cas, on ne sait pas ce qui est devenu le corps, on pense qu'ils l'ont transféré ailleurs parce qu'ils avaient peur que l'armée israélienne intervienne pour le récupérer. Il se dit d'ailleurs qu'il y a un espion du Mossad qui est parti en Syrie et qui sait exactement où se trouve le corps, mais qu'effectivement, il n'y a pas eu de négociation. La dernière fois qu'on a entendu parler sur cette affaire, en tout cas de Bachar al-Assad, c'était lorsque il était au plus mal dans son pays, pendant la révolution syrienne. Il aurait contacté l'État d'Israël pour demander de l'aide, pour apaiser les tensions en échange du corps d'Eli Cohen. Mais ça n'a pas abouti. Et alors, הרב שהיה בכלא איתו, כתב מכתב לנדיה, לאמא שלך, אלי כהן a écrit une lettre pour sa femme Nadia, et les autorités syriennes l'ont obligé à écrire en arabe. ואמרו לו לכתוב את המכתב בערבית, כי פחדו שזה, והמכתב איפה הוא עכשיו, במוזיאון של אלי כהן? כן. כן? אמא קיבלה את המכתב, הוא נמצא אצלה, והשנה נפתח המוזיאון והמכתב שמה. עם השעון? עם השעון שלו. Raconte-nous l'histoire de cette montre. Oui, en fait, oui. Il y avait la montre d'Eli Cohen et donc Rafi vient de demander si la montre serait dans le musée et quelle est l'histoire. הנכדים של הסוהר, כנראה שהסוהר לקח את השעון של אבא. שעון יקר. רצה למכור אותה באינטרנט, il voulait la vendre sur internet. לא, Oui, הסוהר apparemment, לקח les אותה. Syriens auraient pris la montre d'Eli Cohen. הוא נפטר, והאלמנה שלו שמרה את השעון מתחת למיטה שלה. הנכדים של הסוהר גנבו את השעון ממנה, בלי ידיעתה, וניסו למכור אותו למשפחה שלנו עבור כסף. Alors, apparemment... cette montre, le geôlier qui avait la montre, il est mort, mais sa femme a caché la montre sous le matelas, mais ses enfants, à l'insu de leur mère, ont pris la montre, ils ont voulu la vendre à la famille d'Eli Cohen. המוסד, העברנו את זה למוסד, האח של אבא הקטן העביר את זה למוסד, המוסד אימת את הפרטים, בדק את ה-DNA וקנה את השעון מהנכדים. Alors, finalement, le Mossad a acheté la montre aux petits-enfants du geôlier et ils ont effacé les traces qu'il y avait dans la montre. Oui. Et elle est au musée. Et elle est au musée aujourd'hui. Alors, עכשיו יש, לא רוצים המצב כך, ואיך אתם חיים עכשיו? לא מקבלים כסף, מה עשתה אמא נדיה? היא הלכה לראות את ליבי אשכול, ואת מספרת בסיפור משהו יוצא מן הכלל, זה קשה לשמוע שראש הממשלה יכול לענות ככה. C'est difficile de penser que quand, dans la situation où se trouvaient Nadia et ses enfants, de situation économique très difficile, Nadia raconte, Sophie raconte dans le livre qu'elle a été voir Lévi Eshkol, et Lévi Eshkol lui aurait dit, ben écoutez, inscrivez-vous dans le département des veuves de guerre. Oui. זה לוי אשכול אמר לנדיה, תלכי לאלמנות של המלחמה. לא רצה לעזור. בשבעה, כשאימא בת 28, המומה לגמרי מהסיפור, עדיין לא יודעת אם להאמין לזה שתלו אותו או לא תלו אותו, הגיע צוות של משרד הביטחון ואמר לה, בתור תודה, בתור עזרה, אנחנו נצרף אותך לארגון של אלמנות צה"ל. Alors en fait, pendant la Shiva, après la mort d'Eli Cohen, Nadia, la maman, avait 28 ans et elle était perdue, elle ne savait pas ce qui allait arriver. Et c'est là qu'elle a reçu un message du gouvernement comme quoi elle allait avoir le statut de veuve de guerre.
Oui, mais en plus, on découvre dans ce livre, Megalim Basefer Hazeh, Nadia, Ima Shelach, Al-Khalirot et Menachem Begin. Votre maman est ensuite allée voir Menachem Begin. Et tout de suite après, elle a reçu $100,000. Non, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. En fait, elle avait déjà été voir Golda Meir, parce qu'en fait, ces petits-enfants-là que vous voyez, ils allaient voir les chefs politiques régulièrement. Ça faisait partie de leur vie. Un petit peu, c'était... Pour demander de l'aide, parce que la demander maman de l'aide. était restée seule. Absolument, ils n'avaient aucun moyen pour subvenir aux besoins de cette famille, quoi. C'était dramatique. Oui, mais Valérie, comment on peut penser qu'un État, à l'époque, pouvait laisser une veuve avec 3 enfants après ce qu'a réalisé ce papa et cet espion pour l'État d'Israël? Comment il pouvait ne pas avoir cette sensibilité naturelle d'aider une famille? Parce que je pense pas que c'était une sensibilité. Je pense que c'était un autre Israël. C'était un moment où effectivement on était en guerre, où il fallait vraiment se concentrer sur l'essentiel, et que cette famille, elle allait justement pointer sur le registre des veuves de guerre, et puis qu'elle allait être aidée. Mais en fait, c'est pas qu'il a donné l'argent. C'est que d'abord ils ont été voir Golda Meir. Elle se rappelle très bien justement de cette rencontre avec Golda Meir. Elle a envoyé la voiture de fonction à la maison, elle les a reçus très gentiment comme une grand-mère, elle leur a servi le thé, il y avait beaucoup de chaleur humaine dans cette maison où ils ont été accueillis. Elle lui a promis, à sa mère qu'elle allait recevoir de l'argent, sauf que l'argent n'est jamais arrivé. Et quand ils sont partis voir Menachem Begin, donc toujours très bien habillés, avec des consignes de leur maman Nadia de bien se tenir, etc. Et c'est quand ils ont été voir Menachem Begin qu'il a pu faire avancer le dossier, et que justement ils ont pu recevoir de l'argent. Donc c'était très très dur pour eux. C'était vraiment des gens qui ne savaient pas comment ils allaient être habillés, comment ils allaient manger. Donc il faut pas croire que parce que leur père... Mais vous dites que c'était l'époque. C'était l'époque. Mais or, aujourd'hui, Yossi Cohen s'est pas mieux comporté. Yossi Cohen. Yossi Cohen, לא היה כל כך, לא התנהג טוב איתכם. אני חושבת עם כולם. עם כולם. זה היה אישי, ויוסי כהן, בימים של... Yossi Cohen, qui était l'ancien chef du Mossad. Oui, avant David Bernéa, celui-ci. השעון הגיע בימים של יוסי כהן. ולמרות שהוא הבטיח לנו את השעון כל הזמן, והוא סיפר לנו, והוא אמר לנו לשמור את זה בסוד, הוא עשה טקס מאוד גדול בהזכרה של אבא, ואז הוא הודיע לנו מול כולם, מול כל העיתונאים, שהשעון נשאר אצלו. Alors qu'il avait promis à la famille de lui rendre la montre, il a organisé, Yossi Cohen, une grande cérémonie à la mémoire d'Eli Cohen, et devant tout le monde, alors qu'ils attendaient, la famille attendait la montre, il a dit que finalement la montre, il la garderait pour lui. Oui, qu'il allait l'exposer, voilà, dans le hall du Mossad. Voilà. Et ça, c'était pas ce qui était prévu. C'est pas du tout ce qui était prévu. Récupérer la montre. Oui. Alors, votre papa, malheureusement, a été pendu le 18 mai 1965. 2 ans après, la guerre des séjours éclate. Et ce qu'on raconte, ce qu'on dit, confirmé, c'est que les renseignements précieux d'Eli Cohen qu'il a transmis au Mossad ont permis la victoire de Tsahal sur le Golan. אומרים שכל הידיעות ששלח אלי כהן מדמאס עזרו לעשות ניצחון בגולן שנתיים אחרי במלחמת 6 הימים. אבא נתן את הקורדינטות של כל הבונקרים ושל כל המשוריינים שמוסתרים בגולן מוכנים להתקפה. Il a donné la liste de tous les bunkers et de tous les lieux, toutes les balises où se trouvaient sur le Golan, tous les bunkerim qui étaient installés sur le Golan. Sur le Golan. D'ailleurs, Rabin et Levi Eshkol ont publiquement remercié Eli Cohen pour les informations qu'il a données à l'État d'Israël, parce que cette guerre, soit Israël l'aurait perdue, soit elle aurait duré bien plus que 6 jours. Hein. Oui. C'est ça, surtout sur le Golan. Surtout sur le Golan. Les renseignements d'Eli Cohen ont permis d'aller très vite et de gagner cette guerre rapidement. Oui. Sophie, dernière question. Sophie, מה את רוצה להגיד למאזינים ששומעים אותך היום בבוקר? Qu'est-ce que vous voulez dire, Sophie, à nos auditeurs? אני קודם כל רוצה להגיד תודה
שהנושא של אבא והסיפור של אבא אף פעם לא יורד מסדר היום. אני מודה לכולם על הערכה ועל המחויבות של כולם לספר את הסיפור שלו, לקרוא את הסיפור שלו, ללמוד את הסיפור שלו, ואני מקווה שהספר הזה שוולרי ואני כתבנו יעזור לכולם ללמוד מה קרה שם בצורה אמיתית יותר. Alors, elle est très reconnaissante, Sophie, du fait qu'on parle de son père, qu'on lise le livre et que on sache enfin la véritable histoire et surtout qu'on puisse la transmettre grâce au livre qu'elle a écrit avec Valérie. J'ai un peu résumé. וההורים שלו הם גרים בירושלים, רחוב אלי כהן. אלי כהן. תודה רבה, סופי. Valérie, merci beaucoup. Je vous en prie. C'était en tout cas nécessaire de passer un livre qui remet les pendules à l'heure sur l'histoire. עכשיו מבינים הרבה דברים שאנחנו לא היינו מכירים ולא מאמינים. Et on comprend beaucoup de סופי, choses qu'on תודה ne רבה, connaît- וזה היה בשבינו רגישות עמוקה. תודה Voilà. רבה לכם שאירחתם אותי. Alors, Valérie, on- sur I24, dimanche. Oui, c'est ça, dimanche. Voilà. Et là, je vais traduire ce que Rafi vient de dire. Merci beaucoup pour tous ces détails qu'on apprend dans le livre et merci à Valérie. Voilà. Merci Rafi. beaucoup.